Bienvenue chez Dior. Visite privée. Ah ouais, ça c'est dingue. On traverse les années et les robes Dior à travers l'extra incroyable collection du couturier Azzedine Alaïa. C'est la plus grande collection en main privée d'archives de mode. Si ce n'est des musées, je ne pense pas qu'il y ait d'autres collectionneurs qui aient autant de modèles de Dior. Hélène Starkman, la commissaire d'exposition, et Olivier Flaviano, le directeur de la galerie Dior, décortiquent les 1001 détails. Mais là, il n'y a aucune reproduction patrimoniale. Aucune. Des robes qui ont 70 ans. C'est ça, Complètement. ou plus. Mais l'état est incroyable. Azzedine Alaïa, c'est un génie des podiums, le sculpteur des corps, le père de quelques-uns des plus beaux défilés ever. Moins connu, Azzedine Alaïa, c'est aussi ça, une collection privée de mode titanesque. Plus de 20 000 pièces qu'il a accumulées au cours de sa vie dans le plus grand secret. Dévotion totale à la mode, de la création à la conservation. Tout ça, c'est Monsieur Alaïa. Absolument. Rose rouge. Oh, on a une voiture. Il a bon goût, hein? Plutôt, non? Ouais, il a plutôt bon goût. Et dans ce trésor, quelques 600 joyaux Dior. Oh là là, oh là 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 là. Un modèle qui Sourire. s'appelle Sourire. Ça s'appelle Splendide. sourire. Sourire. Oh là là. C'est une exposition pour laquelle nous présentons plus de 100 pièces, 101 pièces très précisément, empruntées à la fondation Azzedine Alaïa avec une grande majorité de Christian Dior. Il y en a encore 500. Oui, tout à Il fait. y en a 5 fois plus encore. Ouais. Des robes, des tailleurs, des manteaux. Carmen, Manon. Elle est belle, hein? Elle est magnifique, elle s'appelle Muriel. C'est pas vrai? Si. Bonjour Muriel. Bienvenue à la galerie Dior avenue Montaigne à Paris. Un psychopathe. quoi. Bah non, c'est un collectionneur. C'est un fou, il a tout. Azzedine Alaïa est l'un des plus grands couturiers du XXe siècle. Il a habillé les plus grandes. Sa ligne est reconnaissable entre mille. Il est un virtuose de la coupe, jamais sujet aux saisons ou aux tendances, quelle horreur, mais plutôt dédié à la pérennité d'un style. Il est réputé pour avoir passé parfois 5 ans à parfaire une veste, 5 autres années sur une robe en maille. Il triture les matières, taille, coupe lui-même pendant des nuits blanches à répétition. Après son décès, on a découvert chez lui une grande collection de mode, invraisemblablement riche, la plus grande au monde en main privée. Ça vaut la vie au patrimoine? Non mais vous avez des belles émotions, quoi. Oui, on va pas se mentir, il y a beaucoup de belles émotions parce qu'il y a vraiment des choses que nous, on a vues jusqu'à maintenant qu'en photo. Dès la fin des années 1960, quand Azzedine Alaïa ne travaille pas dans son atelier, il sillonne les puces, les marchés de seconde main. Azzedine Alaïa, dès la fin des années 60, a commencé à constituer une collection patrimoniale, c'est-à-dire de modèles les plus grands couturiers. On savait qu'il enchérissait même parfois contre la maison, contre Dior. Je pense qu'il y a vraiment 2 idées directrices derrière sa collection. Il y a l'une qui est l'idée, évidemment, qui est presque une collection d'études. On étudie les grands maîtres à travers la collection qu'on réunit. C'est assez classique. Et après, il y a véritablement cette conscience patrimoniale, cette idée de sauver un patrimoine de mode, alors même que les maisons ne s'y intéressaient pas à l'époque. Un des événements qui le fait commencer, c'est qu'en fait, au moment de la fermeture de la maison Balenciaga, il est invité à venir voir et à voir s'il peut pas récupérer des tissus et des robes. Ah oui, en 68 donc. En 68. Il va repartir les bras chargés avec 2 grands sacs, surtout avec des robes. Et en fait, il avait la possibilité, c'est-à-dire on lui avait donné l'autorisation de les démonter, d'utiliser le tissu, et il le fera pas. Il va les garder tels quels parce que pour lui, il y a cette importance de conserver l'histoire, il y a l'importance patrimoniale. Idée très précurseuse en effet, la notion de patrimoine n'est pas encore apparue dans les maisons de mode. On vend tous les modèles des collections, on ne conserve même pas le modèle de défilé qui est souvent vendu ou donné aux mannequins, comme on peut le voir sur cette découpe de la maison Dior en 1951. Donc, avenue Montaigne, rue François 1er. On voit ici le 30 avenue Montaigne, le tout petit hôtel particulier dans lequel Monsieur Dior met sa maison au tout début. On est en décembre 1946. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au-dessus des salons de présentation des collections, vous avez ici un autre tout petit salon. Et si vous regardez la description de la légende, il s'appelle le salon des soldes. Il y avait des soldes de Dior. Complètement. Énorme. Non, c'est les anciennes collections qui étaient soldées ici dans ce petit salon. Après, il faut bien se rendre compte qu'à l'époque, il n'y avait pas qu'un seul défilé. À l'époque, les collections, elles défilent 2 fois le premier jour, le matin pour la presse, l'après-midi pour les acheteurs, et après tous les jours pendant au moins 4 à 5 semaines. Puis après le défilé, il peut partir au Japon, en Grèce, au Royaume-Uni, etc. Donc ça veut dire que vous avez des collections, des modèles qui sont portés tous les jours pendant 5, 6, 7 semaines.
La première pièce qu'on voit en fait en rentrant dans la galerie de Monsieur Dior. Donc là, on est sur la robe Rose des Vents, printemps-été 50, qui est une sorte de chef-d'œuvre technique, puisque en fait, si tu t'approches, tu peux voir que je vais m'approcher, tout le motif est fait par des plis. Donc en fait, tu vois, pour chaque pan, on retrouve en fait des petits plis qui Je vois vont. pas du tout de plis. Où est-ce qu'il y a des plis? Toutes les lignes sont des plis en fait. Ah, mais elles sont... Oui, je comprends pas. En dessous, on a une couche de rose. Et par-dessus, en fait, on a cette couche d'organza gris. Et les plis, c'est à chaque fois un tout petit morceau qui est remonté et piqué. C'est un travail de plissé extrêmement précis. C'est la galère totale. La galère totale. Et en fait, si tu déplies la robe, et alors peut-être à ce moment-là, il faut venir voir le croquis, puisque là, on comprend mieux le principe. On dessine en fait une rose des vents. Ah, la fameuse Rose des Vents de Granville. Exactement. Oh, la galère. Est-ce que Monsieur Alaya ouvre les robes? Oui. Il les ouvre, il les regarde. On imagine parfois même qu'il les démonte, qu'il en enlève des parties. Dans la collection, il y a quelques pièces où il y a parfois des cols qui ont été démontés pour révéler en fait un picotage ou un travail en dessous. On sent qu'il les a souvent étudiés. Dans cette première salle, qui est consacrée vraiment à Monsieur Dior, les grands classiques de la maison, je pense qu'on peut reconnaître assez facilement l'imprimé Jungle, l'imprimé Panthère, qui a été créé dès le printemps-été 1947, en exclusivité pour la maison Dior, par le soyeux lyonnais Bianchini-Ferrier, et qu'on va retrouver ici, dans ce petit manteau en taffetas. Fascination, Asdine Alaya a travaillé chez Dior. Il a été pistonné par une ou deux clientes pour qui il travaille déjà. Il ne reste que 4 jours dans l'entreprise, mais il dira toute sa vie qu'il a appris 1000 choses qui l'ont marqué. Document génial, la fiche de personnel d'Azzedine Benalaya du 26 au 29 juin 1956, retrouvée par les enquêtrices de Dior Héritage. Fantastique. Ah, il s'appelle Benalaya. C'est son nom. C'est son nom. Asdine. Moi, je l'apprends. Je savais pas qu'il s'appelait Benalaya. Et donc là, on voit, si, en fait, il change son nom plus tard quand il va créer sa maison, créer sa première griffe. Ah, je suis pas un bon geek, je sais même pas. Il habite dans le 7e, il est né à Tunis, en Tunisie. Il n'est ni marié, ni veuf, ni divorcé, mais célibataire. Sa situation militaire. A-t-il fait son service militaire? Armée, auxiliaire, ajourné, exempté, réformé T, réformé D? Quel grade a-t-il eu? Quelle affectation? Il est tunisien, donc ça ne le concerne pas. On est pile 3 mois après l'indépendance de la Tunisie vis-à-vis de la France. Il n'y a pas beaucoup d'autres informations. On a la date d'entrée, 26 juin 56. Et en dessous, on a un prénom, Frédéric. C'est l'atelier Frédéric. Ah ben voilà, c'était dans l'atelier Frédéric. À noter qu'il y a beaucoup de lignes pour recenser les enfants des employés de chez Dior au fur et à mesure de leur carrière. Émile, Zoé, Adrien, Adrienne, Kiki, Zaza, Alice, Jojo, 8. Après, on est hors case. Il y a les statistiques d'absence, les rémunérations et les primes d'ancienneté. On est à fond dans la culture d'entreprise d'après-guerre. Ici, on redécouvre le travail de Christian Dior à travers les yeux d'Asdine Alaya. Alors, qu'a-t-il acheté? Là, ici, on voit l'obsession de Monsieur Alaya de resculpter la femme et de la sublimer. Et là, on est vraiment sur une robe longue, avec toujours cet effet, comme on l'a un peu sur le tailleur-bar, où en fait, on projette un peu les hanches. Là, on voit qu'on est un peu projeté ici, et puis on exagère un peu sur le côté aussi. Oh, si peu. Et toujours de la broderie. C'est de la broderie ou un tissu? C'est de la broderie. Et ce qui est assez magique, c'est qu'en fait, pour des questions de conservation, évidemment, il y a un peu de broderie qui s'en va, notamment la laminette, qui est le petit ruban de métal. Et en fait, quand elle s'en va, ça laisse apparaître le dessin de broderie, qui est le dessin d'origine. Ah, le poncé? Exactement. Donc on le voit ressortir ici, donc c'est même, point de vue étude, c'est quand même hyper intéressant aussi. Elle est belle, hein? Je la connais. Elle est pas magnifique, du elle tout. s'appelle Muriel. C'est pas vrai? Si. Bonjour Muriel. Et cette robe qui n'est pas signée Christian Dior, mais Lucien Lelong. Dior a été son assistant dans les années 40. Donc 2 pièces Dior avant Dior, avec un très beau travail en fait de contraste et donc 2 noirs vraiment, avec un noir, le noir profond du velours et le noir beaucoup plus lumineux en fait de tous les emplacements en faille. Ce qu'on ne voit pas, c'est que ici on n'a absolument aucune pince et qu'en fait la façon d'affiner la taille, c'est toutes ces pinces ici qu'on va venir ouvrir pour insérer un pan en fait de faille qui va faire que la robe va devenir beaucoup plus large. Et ça, c'est des détails en fait qu'on retrouve sur beaucoup de modèles Dior après 47. Un jeu de texture et de réflexion de la lumière sur la couleur noire qu'on retrouve bien dans cette robe signée, cette fois Azzedine Alaya, automne 2017.
On vous l'avait montré à l'occasion de l'exposition Louvre Couture. Souvenez-vous, c'est sa dernière collection avant sa disparition. C'est même la dernière robe sur laquelle il travaillera. 2 matières, du cuir clouté et de la mousseline. 2 textures qui se mettent en valeur l'une l'autre. Les créateurs et créatrices qui ont fait la visite étaient en fascination. Retour à la Galerie Dior. Je pense qu'une de nos préférées dans cette salle, c'est une petite robe qui s'appelle Mine de rien. C'est pas vrai? Si. C'est elle. 1951. C'est vrai qu'elle a l'air toute simple comme ça. Et en fait, quand tu t'approches, il y a énormément de détails, notamment si on regarde en fait ce petit plissé ici, c'est en fait un détail très technique puisqu'on voit que chaque pli en fait est maintenu au-dessus. On maintient pour resserrer et ensuite on ouvre sans faire une pince en fait. C'est une manière de faire une pince sans faire une pince. Une pince de rien? Une pince de rien. Une pince mine de rien. Mine de rien. Puisque c'est un peu l'idée de Christian Dior qui dit qu'il faut que les robes aient l'air de ne pas avoir été touchées et que tout ça, finalement, ça ait l'air de rien en fait. Alors que techniquement, c'est extrêmement compliqué. Monsieur Alaïa le rejoignait là-dedans. Oui. C'est une idée qu'on retrouve dans le Dior de Jonathan Anderson, avec ce pantalon dont les fronces se transforment en ceinture. Grand classique pour la maison Dior, le délire floral, la référence au jardin de la maison d'enfance de Christian Dior à Granville, ou la référence à sa sœur, Catherine Dior, qui adorait et cultivait les fleurs. Miss Dior, c'est elle. Donc, la fleur chez Dior, c'est un thème qui a été visité et revisité par tous les directeurs et directrices artistiques, que ce soit au premier défilé pour femmes de Jonathan Anderson ou au premier défilé de Raf Simons en 2012. Dans cette salle consacrée à Miss Dior, on a remplacé les traditionnelles Miss Dior par une évocation d'un jardin. Et en l'occurrence, ça, c'est un modèle qui s'appelle Octave Feuillet, c'est la ligne sinueuse de 1952. Et ce qui est intéressant, c'est au-delà de la matière qui est du shantung, c'est de voir le détail de broderie. Et si on s'approche un peu plus précisément, il n'y a aucun bouquet qui est semblable l'un à l'autre. Très Heidi, folklore, ou alors Marie-Antoinette au Trianon. Ah, Marie-Antoinette au Trianon, c'est joli. On pourrait la regarder pendant des heures. Bah, c'est ce qu'on est en train de faire. Très impressionnante cette robe soleil. Elle, c'est Marcel Pagnol. Elle s'appelle Marcel Pagnol. Elle s'appelle Marcel Pagnol. Alors, Il y a des noms d'hommes aux robes. il y en a beaucoup. Ah oui, c'est vrai? Des écrivains, des peintres, des musiciens. Avec leur prénom carrément. Oui. Et en fait, ici, ce qui est incroyable, c'est le mélange de 2 types de plissés. Donc ici, en fait, on voit qu'il y a des pans de plissés qui sont droits. Donc le plissé droit, c'est vraiment un rectangle de tissu qu'on plisse comme ça. Et entre les rectangles de plissé droit, on a des plissés soleil. Donc le plissé soleil, pour le coup, c'est un triangle qui s'ouvre en fait. Et l'alternance de ces 2 plissés permet à la fois de garder un volume assez droit sur l'extérieur de la jupe, mais ensuite, quand tu marches, la robe s'ouvre sur les parties qui sont en plissé soleil. Le côté cinétique de la chose, Ouais. j'imagine. C'est 2 pièces? C'est 3 pièces. Un chemisier en mousseline, une jupe et un boléro. Ça, c'est rarissime. Un modèle comme ça, oui. Dans cet état-là, encore plus. Le plissé est absolument pas cassé. Elle a jamais été pliée, quoi. Et ça, Monsieur Alaïa l'a conservé sur cintre? Potentiellement sur cintre ou alors allongée dans une boîte. On enchaîne par un jardin anglais de Christian Dior, printemps-été 54. Et donc là, en fait, le look est décomposé puisque en fait, il y a la robe et le manteau. Donc l'idée, c'était de les présenter côte à côte pour montrer un peu l'idée de l'ensemble. Donc avec ces roses en fait très lumineuses, on a l'impression qu'elles émanent de la lumière à l'intérieur. Et pareil, état impeccable. Impeccable. Plus on avance dans l'exposition et plus on réalise l'immensité de la collection et à quel point elle est complète. Oh là là. Le côté Vivienne Lee de la chose. Incroyable, non? Incroyable. Donc ça, c'est une petite robe qui s'appelle Fête au village, la ligne A, printemps-été 1955. Organdie, blanc, avec des petites broderies presque à l'anglaise. Déploiement absolument incroyable. Asdine Alaïa va acheter beaucoup de robes de très grands noms, du Madame Gray, du Madeleine Vionnet, du Sir Callot, du Charles James, du Paul Poiret, Adrienne, Vort. Ces pépites d'or massif sont restées dans un état de conservation record. Des robes qui semblent sortir tout droit des ateliers alors qu'elles ont toutes été acquises en seconde main. Ce qui est assez intéressant dans cette salle, c'est que ça permet aussi d'évoquer le fait que Monsieur Dior est part d'un croquis.
et que pour chaque collection, il y a entre 600 et 800 croquis qui sont dessinés par Christian Dior, en général les 10 premiers jours de décembre ou les 10 premiers jours de juin, et qui vont être réduits à peu près 200 silhouettes distribuées aux ateliers pour 180 silhouettes qui sont véritablement présentées lors du défilé. Donc là, on est sur la ligne, le printemps été 1955, c'est la ligne A, avec un jeu de taille, comme le précise le communiqué de presse. Et ici, c'est très intéressant parce que c'est le tout petit croquis qui correspond à ce modèle qui s'appelle Astarté. Ce qui est intéressant d'ailleurs dans cette collection, c'est que je crois que la grande majorité des modèles ont un nom qui commence par A. Il y a Astarté, il y a Audacieuse, me semble-t-il. On va la retrouver un peu plus loin. Il y a A, complètement. Non, je crois pas qu'il y a annuaire, mais c'est un manque. Ah, broderie. Broderie, ça c'est un modèle qui s'appelle Maurice Rostand. Ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'on dirait un brouillon. La broderie, on dirait que c'est un échantillon. Tiens, on va faire ci, on va faire ça. Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, c'est brodé avec des matériaux qui sont pas forcément du matériau très noble. En fait, il y a des parties de la broderie qui sont en crin, il y a des parties de la broderie qui sont... On imagine que c'est peut-être le tissu du modèle ou un autre tissu qui a été effiloché. Alors, on a aussi des strass, on a des perles, mais on a effectivement une sorte de mélange. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une robe du soir, mais en piqué de coton. Donc, on s'attend à ce qu'une robe du soir soit en velours, en faille, etc. Et ici, elle est quand même dans un tissu un peu plus estival, un peu plus brut. Donc, il joue avec nos perceptions, quoi. Et en plus, il joue avec l'idée, justement, d'une broderie sur un tissu plus brut. Azzedine Alaïa collectionne, mais ne tient pas les comptes de ce qu'il accumule. Pas de tableau Excel à 22 000 lignes pour répertorier les archives. Cette exposition, c'est la collaboration entre la Fondation Alaïa, qui a énormément de robes pas toutes identifiées, et la Galerie Dior, qui a toutes les archives et le savoir-faire nécessaire pour comprendre les robes, donner leur nom, leur histoire et leur rendre leur allure originelle. Par exemple, ces chartes qui recensent tous les modèles d'une collection et qui permettent à Monsieur Dior d'équilibrer l'offre de ses défilés. Si on regarde bien, on a les robes de soir ici, on a les robes d'après-midi simples, on a les robes de dîner, on a des tailleurs, on a des robes à danser. Et sur ces chartes, on retrouve le croquis, le nom du modèle, l'échantillon de tissu, Marthe, le nom de la première qui a travaillé sur le modèle. Et on retrouve ça avec le petit échantillon de tissu, ce qui fait qu'on a aussi une visibilité de toute la gamme de couleurs qu'utilisait Monsieur Dior. Le Dior devient du Dior quand il est correctement mannequiné. En fait, une robe Dior avec le plus grand volume de jupe, si elle n'a pas ses jupons, c'est un peu triste. Et du coup, c'est vraiment intéressant d'avoir pu collaborer avec la Fondation pour retrouver ces volumes-là. Par exemple, si on parle du modèle Frondeuse. Frondeuse, donc ici, en fait, on a le croquis de presse. Et c'est vraiment un modèle assez typique de la ligne H, c'est-à-dire en fait où la taille est un peu redescendue, on voit qu'elle est plus basse et que le volume il commence plus aux hanches. Et en fait, la robe de la Fondation, elle n'a pas ses jupons. Donc l'idée, c'était comment on peut travailler ensemble pour comprendre en fait son volume et montrer que dans la ligne H, généralement, on est sur quelque chose d'assez plat sur le devant, mais qu'ensuite on ouvre vraiment pour récupérer ce grand volume. On entre dans les salles dédiées aux nuanciers maison. Au centre de la pièce, ce chef-d'œuvre Tourbillon de 1956. Tourbillon, elle est incroyable parce que, au-delà du fait qu'elle ressemble à quelque chose qui sera en mouvement, en fait, elle a le drapé, mais le drapé, il est en mouvement. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression qu'elle est en train de tourner alors qu'elle est statique. Avec le petit nœud sur le côté, une rivière de diamants et c'est bon. Et hop. Quoi d'autre ? Tiens, 1956, l'année où Azzedine Alaïa a observé la machine Dior de l'intérieur pendant 4 jours. Peut-être a-t-il vu les ouvrières travailler sur Tourbillon à ce moment-là ? Mystère. Les ateliers Dior de l'époque sont réputés pour leur savoir-faire. Tourbillon qu'on retrouve dans cette robe de Jonathan Anderson pour son premier défilé Dior de prêt-à-porter féminin du 1er octobre 2025. Cette fois-ci, c'est grâce à des cordes de piano qu'on a réussi à capturer l'effet visuel de torsion et de mouvement. Les noms des couleurs chez Dior sont comme de la poésie. On ne dit pas rouge, on dit... Rouge scream, rouge anglais, rouge éclatant, rouge satan, rouge zinnia, rouge hara, rouge garance, rouge braise, rouge brûlant, rouge éteint, rouge coquelicot, rouge Dior, rouge vif, rouge dit Christmas, rouge royal, rouge Goya, rouge géranium, rouge corsaire, rouge de Vienne, rouge vénitien, rouge hussard, rouge 60, rouge flamme, rouge cerise. Chez Dior, on ne dit pas rose. Non, on dit...
Rose porcelaine, rose soupir, ça c'est très joli. Rose français, rose givre, rose France, rose aquarium, rose boréal, rose crépuscule, rose flamand, rose ibis, rose nuage pâle, rose nuage, rose Dior, rose cendré, rose bonheur, rose indien, rose saxe, rose bégonia, rose d'automne, rose vif, rose de Noël, rose rouge, rose bonbon, rose Bertin, rose granité, rose orangée, opaline rose, rose électrique, rose corail, rose saadi, rose évêque, rose turque, rose sorbet, rose rose, rose Roxane et rose Gauguin. Chez Dior, on ne dit pas bleu, on dit... Bleu, il y en a beaucoup. Bleu marine, bleu pâle, bleu de Paris, bleu glacier, bleu soupir, bleu sombre, bleu saphir, bleu nordique, bleu altitude, bleu hara, bleu orage, bleu orient, bleu colibri, bleu papillon, bleu flamme, gros bleu, bleu feu doux, bleu néon, bleu pied d'alouette, bleu cachemire, bleu bleuet, bleu myosotis, bleu émail, bleu ciel, bleu atlantique, bleu indien, bleu de Paris, bleu Sèvres, bleu hortensia, bleu Norvège, bleu Dior, céruléen pour bleu céleste, bleu Vermeer, bleu de Fontainebleau, bleu Marie-Antoinette, bleu ardoise, bleu persan, bleu vif, bleu Méditerranée, bleu opaline, bleu magnétique, bleu vitrail, bleu hussard, bleu libellule, bleu azur, bleu tendre, bleu saxe, bleu iris, bleu indigo, bleu hirondelle, bleu turquoise, bleu délice, bleu universitaire. C'est quoi le bleu universitaire? J'imagine un bleu marine, moi. Moi, je vois ça. Ah. Non? Ici, le tailleur Bois de Boulogne. Il date de 1949, 2 ans après le lancement de la maison. Ça, c'est un modèle que j'aime beaucoup qui s'appelle Surprise, qui est un modèle de 1955 de la ligne Y, Monsieur Dior. Ça, c'est comme Monsieur Alaya Sabi, ça. Non? Ah oui, avec le petit col. Hein. Ouais, c'est bien fait Un comme peu. ça. Lui, il y a une petite fronce Il y a un juste peu sur là. le col Pourquoi? et il s'est boutonné derrière. Ah oui, une petite fronce. Et c'est pas un défaut de mannequinage, évidemment. Non, C'est, c'est pas un défaut de mannequinage. Bah non, il n'y en a pas. Je crois qu'il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Mais après, si tu en vois un, n'hésite pas à me, Oh, bah, tu à comptes me le sur moi. dire, hein, qu'on Oh, puisse compte sur moi. rectifier. Moi, je suis ça discret. Alors, monsieur Anderson, 1952, complètement, c'est une ligne qu'il aime beaucoup. Effectivement, voici sa réinterprétation par Jonathan Anderson. On reconnaît la forme de la ligne profilée avec ses 2 constructions sur l'avant. Elle est présentée en noir et en blanc. c'est quoi la matière? C'est l'ottoman moiré. Ottoman moiré. L'ottoman, c'est un tissu qui est quand même relativement rigide, qui permet d'avoir, de garder cette structure. Soie et nylon, très très Alaya, ça aussi. Ça, c'est aussi un autre chef-d'œuvre, puisque c'est le modèle trapèze de la collection Trapèze d'Yves Saint Laurent. Première collection pour Dior, printemps-été 1958. C'est joli, non? Et ce qui est joli, c'est la série de boutons derrière qu'on voit dans le miroir. Elle fait penser à la simplicité de la robe Mondrian. Dans sa ligne, bien sûr. Dans le côté. Ouais, complètement. Tu vois, tu ajoutes un carré de rouge, un carré de bleu, un carré de jaune. Paf. Et paf, Et l'utilisation du nœud Dior qui n'est que décoratif. là, pour le coup. qui n'est que décoratif. Mais ça arrivait déjà dans des modèles Dior. Ce dont on ne se rend peut-être pas compte, c'est la rareté de ces modèles. Parce qu'il s'agit de robes des années 1940-1950, mais surtout parce qu'il s'agit de haute couture. Ce sont des modèles qui ont été vendus à 1, à 2 ou à 3 clientes. Asdin Alaya se ruine littéralement. Il est très vieille école et confond les anciens francs avec les nouveaux francs. Il ne comprend pas la valeur des euros. Il peut enchérir pour 100 000 euros sans vraiment s'en rendre compte. Et même s'il est dans le rouge, il achète, coûte que coûte. Quand les musées veulent enchérir mais réalisent qu'ils sont face à Alaya, ils abandonnent. Asdin Alaya collectionne surtout les tenues de jour. Et une robe de fin de journée, c'est joli ça, Une non? robe de fin de journée. Ouais. Une robe de fin de journée. Alors la question qui se pose, c'est à quel moment commence la fin de journée? Bah, à 15h. À 15h, je dirais, ça dépend de l'heure d'hiver et de l'heure d'été. déjà. Oui, c'est vrai. Ouais. Il lui arrive d'acquérir plusieurs exemplaires du même modèle. Il a certains modèles en plusieurs exemplaires. Pourquoi? Parce qu'il les aime trop et parce qu'il oublie qu'il les a déjà achetés. Donc là, c'est un modèle qui s'appelle Carmen, qui date de 1951. Dentelle sur un tulle plissé. Ce qui est intéressant, c'est comment le motif de dentelle va justement, par contraste, se révéler avec le tulle beige qui se retrouve au-dessous de la robe. Et le petit Le petit loup. loup. Le petit loup, il n'est pas d'origine, mais pour tous les bals, on fait porter à nos Tania des petits loups. Elle est belle, hein. Elle est jolie, non? Alors ça, c'est assez magistral. C'est une robe qui s'appelle Elisabeth. Et en fait, c'est un velours de soie qui est complètement brodé de raffia. Et ça qui fait que ça ressort complètement. Et c'est beau, non? Il y a des perles aussi.
Ici, par exemple, ce qui brille, c'est qu'il y a des petites lamelles en fait de perles qui viennent en fait traverser le raffia. Tac, tac, tac. Si demain je viens et je vois cette robe et je la veux pour me marier dedans, en haute Possible. couture, Prendre rendez-vous à la haute couture. et c'est possible. Absolument. Ah, vous allez pas dire non? Non. Ah ouais. En fait, n'importe quelle robe depuis le tailleur bar, depuis même la première collection, peut être produite en haute couture. Alors évidemment, ce sera peut-être pas exactement le même matériau, mais on va essayer de s'en rapprocher au plus près. Si vous pouvez, ça m'arrangerait. Très bien. Voilà, c'était notre compte rendu sur l'incroyable exposition des Dior d'Alaïa. Foncez voir l'exposition. Si vous n'êtes pas à Paris ou que vous voyez cette vidéo trop tard, il y a le catalogue avec plein de photos et les dessins d'époque. Non mais je pensais 16 robes, pas 100. Abonnez-vous à la chaîne pour tout voir de la mode.